Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en public depuis l'espace Ouest France pour votre rendez-vous politique de la semaine. Merci en tout cas aux deux débatteurs d'avoir accepté l'invitation des rédactions de Ouest France et de TVR. Face à la face, par ordre alphabétique, Christophe Fouillère. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le premier fédéral du Parti socialiste dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Et face à vous, bonjour Carole Gandon. Bonjour. Grand merci également d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions. Vous êtes la référente dans le département de l'Ille-et-Vilaine pour La République En Marche. Merci beaucoup à tous les deux. Nous avons énormément de questions à vous poser sur non seulement vos partis respectifs, sur les dossiers nationaux, mais aussi beaucoup plus localement. Et la première question vous est posée par Vincent Jarnigon, le directeur départemental de Ouest France. Bonjour à tous. Ma première question sera pour Carole Gandon. Donc demain, c'est le Conseil de La République En Marche. Après l'élection d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner devrait être élu président de ce conseil ou référent, je ne sais pas comment, délégué général. Alors on a vu dans les médias nationaux des problèmes certains parlent de problèmes de démocratie interne. Il y a une lettre de 100 militants qui souhaitent quitter le parti, mais il y en a 99 qui sont anonymes. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de démocratie interne ou est-ce que tout ça est organisé pour la veille du conseil pour dire un petit peu que c'est pas si... Non, alors en fait, le mouvement se porte très bien, je vous rassure, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. C'est un mouvement qui est nouveau, inédit, avec des modes de fonctionnement qui sont très différents de ce que les partis traditionnels ont l'habitude de mettre en place. Donc il y a effectivement certains qui sont un petit peu surpris, un peu déstabilisés. Nous avons une organisation qui est agile, qui repose sur l'initiative, la liberté de création des comités locaux, avec de grandes marges de manœuvre qui sont données au niveau local et effectivement les personnes qui ont milité dans d'autres partis ne retrouvent pas des schémas traditionnels. Alors, pour autant, je rappelle, il y a 7000 adhérents dont oui. 2300 membres actifs. C'est pareil au niveau national, c'est 380 000 dont 166 000 membres actifs. Alors c'est quoi la différence entre un adhérent et un membre actif? L'adhérent, il peut simplement s'inscrire dans le mouvement sur Internet et du coup il s'abonne à nos newsletters et reçoit les informations. Les membres actifs, ils s'inscrivent dans un comité ou plusieurs comités locaux et là, ils participent à des actions, des ateliers, des actions de terrain, etc. pour aller à la rencontre des citoyens. Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le sens de ce que nous faisons. L'objectif de ce mouvement, c'est de retisser du lien entre les citoyens et la politique et c'est ce que nous faisons tous les jours avec des expérimentations, avec de la formation citoyenne, etc. Et les adhérents s'y sentent bien, les militants s'y sentent bien et aujourd'hui, on a donc une force de frappe en Ille-et-Vilaine de 2300. Fouillère quand même pour aussi avoir, au-delà de la bataille des chiffres... Surtout que le Parti socialiste a également actuellement une démarche qui s'appelle la refondation du PS. Vous avez eu 12 forums en Ille-et-Vilaine qui portent sur 3 thématiques: les valeurs et les identités des socialistes, la conquête et l'exercice du pouvoir, et les défis pour la France et les territoires. Donc vous aussi, vous interrogez sur la façon de faire ou refaire peut-être de la politique. Bien évidemment, puisqu'après un quinquennat qui a été marqué par la division des socialistes et 2 défaites sévères lors de la présidentielle et lors de la législative, nous sommes dans l'obligation de nous interroger à la fois sur notre projet politique et sur nos modalités de fonctionnement interne. Donc l'objectif de cette refondation, c'est de pouvoir rebalayer un certain nombre de questions thématiques pour adapter le Parti socialiste aux défis du XXIe siècle. Il y a sans doute un certain nombre d'éléments qui ont été incompris dans notre projet politique et dans notre pratique politique sur lequel il faut retravailler. Il y a une certaine permanence aussi des valeurs qui est assumée par les militants et l'organisation Parti socialiste. Nous avons une histoire, nous en sommes fiers, mais les formes d'engagement aujourd'hui changent, la vie politique change et il est nécessaire de se refonder au regard de ces nouvelles évolutions politiques et sociétales. Au niveau des chiffres, ceux que vous revendiquez aujourd'hui dans le département de l'Ille-et-Vilaine? Alors la comparaison est hasardeuse avec La République En Marche parce qu'on n'a pas les mêmes procédures d'adhésion. Voilà. Alors déjà, il y a une cotisation qui manifeste l'engagement dans le parti. Donc on a des militants réels et pas des militants virtuels. C'est-à-dire que c'est une inscription sur Internet ne suffit pas. Il faut régler une cotisation. 2300 militants réels. Voilà. Après, sur le militantisme, on a des militants qui participent à des réunions, à des votes où il faut se déplacer physiquement. On peut s'interroger sur l'évolution qu'il va y avoir au sein du Parti socialiste sur les procédures de vote et de débat qui peuvent être plus numériques. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en la matière. Aujourd'hui,
les règles d'adhésion au Parti socialiste sont assez difficiles pour nous pour donner à un instant T le nombre d'adhérents, puisqu'on reste adhérent 3 années sans avoir réglé sa cotisation. Aujourd'hui, on a près de 500 adhérents dans le département à jour de leur cotisation 2017. On n'a pas eu de vote majeur, de décision majeure cette année. Globalement, si on part sur la base de 2016, où on a eu nos désignations législatives, c'est près de 800 militants. Et on a une liste électorale, donc intégrant l'ensemble des militants sur les 3 années, de 1200 militants. Autant à la République en marche à son conseil ce week-end, aujourd'hui, qui dirige le Parti socialiste ? Alors, le Parti socialiste, aujourd'hui, il y a une direction collégiale qui avait un statut provisoire pendant l'été et qui était confirmé par notre Conseil national et par le vote du 28 septembre des militants. Et nous avons un coordinateur du Parti socialiste qui s'appelle Rachid Temal, qui a en charge l'animation de cette direction collégiale. Nous aurons un congrès dans la deuxième quinzaine de mars 2018, qui déterminera un premier secrétaire du parti et bien sûr une remise à jour de toutes les instances fédérales dans les départements. Localement, comment avez-vous pris le départ d'Isabelle Thomas, qui était vraiment membre du Parti socialiste, surtout bien marqué, député européenne aujourd'hui, et qui rejoint de Benoît Hamon? Alors, ce n'est pas une surprise parce que sa proximité avec Benoît Hamon est connue. Moi, je le regrette, voir des camarades partir du Parti socialiste, c'est toujours pour nous un déchirement. Je pense qu'il y a de la place pour un vrai débat démocratique et une vraie confrontation d'idées au sein de notre formation politique. Je pense que c'est le signe d'un refus de la démocratie interne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un vaste débat autour de la refondation avec des procédures très claires de décision qui vont aboutir à des majorités politiques. Et je pense qu'un certain nombre de personnes qui étaient dans l'émotion minoritaire du Parti socialiste aujourd'hui ne se retrouvent pas dans ce processus, d'une part, de débat, et sans doute anticipent le fait que ce qu'ils portent comme ambition, comme distinction, et c'est parfois 5% sur 100% du projet, et donc font le choix d'un engagement différent. Vous dites quoi sur les militants virtuels? Oui, non, mais moi je trouve ça assez symptomatique quand on entend le programme des ateliers de la refondation du Parti socialiste, les sujets sur lesquels ils sont amenés à s'exprimer et à travailler aujourd'hui, ce ne sont pas des propositions pour la France pour lutter contre le chômage de masse, pour essayer de réformer le pays. Ce sont les valeurs socialistes, la conquête du pouvoir, donc dans une logique d'appareil qui pour moi est très 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 révélatrice de justement ce qu'on appelle l'ancien monde, ces partis politiques qui sont qui proposent des grilles de lecture toutes faites pour comprendre le monde qui nous entoure et qui fait que c'est ça que aujourd'hui on essaie de proposer une alternative à ça avec une vision qui est tournée vers les problématiques des Français, comment on fait pour régler le problème de la dette, régler le problème du chômage, trouver une place pour la France dans le monde. Voilà, c'est ces sujets-là qui doivent nous intéresser aujourd'hui. Et un parti qui est tout entier tourné vers sa propre gouvernance et la façon dont on peut remotiver ses militants, mais sans réfléchir à apporter des solutions aux citoyens, c'est problématique. Donc nous, nos militants, ils travaillent sur ces sujets-là avec des groupes thématiques locaux qui s'engagent auprès des associations locales, des entreprises, pour identifier des projets qui sont intéressants, les relayer, leur donner de l'impact. Nos députés aussi, on travaille en lien avec eux, etc., sur des choses très concrètes qui répondent aux attentes des Français. Et j'ai une question à vous poser après, Carole Gandon. Je crois que là, on a une vision un peu caricaturale de notre action, mais qui traduit une méconnaissance du Parti socialiste. Nous avons travaillé pendant l'année 2016 sur les cahiers de la présidentielle. Donc, il y a eu 6 chantiers thématiques préparatoires à l'élection présidentielle, malheureusement qui n'ont pas été utilisés par notre candidat qui avait son projet bien distinct. Donc nous réfléchissons bien évidemment sur les grands défis pour la France, pour les territoires, pour l'Europe et pour le monde. Nous avons énormément de littérature, de production militante à disposition. Nous ne sommes pas un parti neuf, nous ne partons pas de rien. Nous avons une histoire de construction de projets politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très particulière qui dure 3 à 4 mois et qui vise à nous interroger sur nous-mêmes et sur notre organisation. Mais la deuxième phase de la refondation qui ne va pas s'arrêter au congrès de mars 2018, c'est d'initier un certain nombre de forums thématiques qui débuteront en Ille-et-Vilaine, et ça a été annoncé aux militants, en décembre. Donc nous aurons très prochainement des réunions sur l'Europe, sur le logement, sur le modèle social. Phase, c'est l'autocritique interne, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se ressort un petit peu de là où vous avez commencé? Quels sont les retours des militants sur les... Un attachement à la permanence des valeurs du Parti socialiste, notre boussole, la justice sociale, l'idée que le Parti socialiste a une place singulière dans le paysage politique français et
à gauche, une place structurante. L'idée qu'il faut se réformer dans nos modalités de fonctionnement interne, ça intéresse assez peu les Français, tout compte fait, mais nous, ça nous intéresse parce qu'on vise aussi une certaine efficacité politique et nous assumons pleinement un débat démocratique interne. C'est-à-dire que notre démocratie ne consiste pas à remplir des questionnaires en ligne qui sont déjà préformatés pour apporter les réponses, mais bien d'avoir des espaces de débat physiques, de confrontation d'idées et de contribution collective. Alors justement, Carole Gandon, en ce qui concerne la gouvernance à La République En Marche, on entend très souvent parler de trop grande verticalité. Vous répondez quoi à ça ? Je réponds, venez voir comment nous sommes organisés. En Ille-et-Vilaine, on a une 50aine de comités locaux, dont l'autonomie a été consacrée par les statuts qui ont été adoptés cet été par La République En Marche. Donc les comités ont une liberté de création. Aujourd'hui, quelqu'un peut, dans une zone où il n'y a pas de comité, décider d'en créer un. Ils sont totalement libres dans les initiatives qu'ils prennent, les actions qu'ils organisent. Nous avons au niveau départemental une équipe que j'ai structurée, dont j'ai annoncé récemment l'organisation, d'une 30aine de personnes, avec un pôle mobilisation qui est chargé d'accompagner et de dynamiser l'action des comités locaux, essayer d'en faire émerger là où il n'y en a pas, dans certains espaces où effectivement nous ne sommes pas assez présents, joindre les forces entre ces comités pour les aider à faire des actions qui soient structurantes. Et puis nous avons aussi un pôle société civile au sein de l'équipe qui va travailler en lien très étroit avec les associations, les entreprises pour pouvoir accompagner leurs projets, s'inspirer de ce qui fonctionne, les relayer, etc. Et pour que nous puissions nous ancrer localement dans la durée. Et puis les écouter surtout, on a senti écouter leurs problématiques. Après l'élection du président et de l'Assemblée, un petit peu de flottement. C'est 5 mois. Donc là, effectivement, vous êtes élu référent En Marche depuis le 6 octobre. Castaner risque d'être élu directeur général ou délégué général de La République En Marche. Et on a l'impression qu'il faut remettre un petit coup de boost, redynamiser un peu tout. Je trouve qu'on est quand même plutôt rapide, justement, que le Parti Socialiste fera son congrès au mois de mars. Nous, les choses seront actées ce week-end. Donc l'organisation au niveau local, elle fonctionne, elle est en ordre de bataille. Nous avons, comme je disais, alors en plus de l'équipe départementale et des comités locaux, on a un échelon intermédiaire d'engagement qui est très intéressant, qui est celui des groupes thématiques. On en a une 12aine en Ille-et-Vilaine, qui rassemble en fait des experts, des citoyens experts sur des sujets, qui souhaitent travailler en profondeur donc sur ces thèmes, la justice, l'éducation, l'égalité femmes-hommes, etc. et qui mènent des actions très concrètes. Je vous donne un exemple. On a un groupe qui est dédié à la ruralité, qui travaille sur la question du télétravail, justement, qui, vous le savez, va devenir un droit opposable dans le cadre des ordonnances travail. Et bien donc, ce groupe thématique a organisé un questionnaire, réalise une petite enquête auprès des citoyens, ce qu'on appelle les rurbains, dans une zone rurale autour de Messac, là, dans la 4e circonscription. Une enquête auprès donc des personnes qui travaillent à Rennes et qui résident dans ces territoires pour comprendre quelles sont leurs problématiques en termes de télétravail. Est-ce qu'elles y arrivent? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il est possible d'identifier ce qu'on appelle des tiers-lieux, donc des espaces de coworking pour les accompagner, etc. Et ensuite, rencontre avec les entreprises locales, les collectivités locales ou les administrations pour les aider dans la démarche. C'est ce que Christophe Fouillard appelle les consultations virtuelles ou numériques, ça, c'est pas du tout virtuel, justement. Ouais. Et donc, vous voyez qu'on est dans une dynamique de concret et de pragmatisme, à essayer de trouver ce qui marche, expérimenter des solutions et travailler avec les citoyens, les acteurs. Alors attendez, s'il vous plaît, Vincent, on arrive pratiquement à la moitié de ce débat. On va rentrer sur les grandes thématiques. J'aimerais que vous puissiez échanger juste sur un sondage que nous avons lancé. Vous avez parlé tout à l'heure du nouveau monde versus l'ancien monde. On a lancé un sondage pour savoir si vraiment aujourd'hui la politique était arrivée dans un nouveau monde ou non. Alors ça avait démarré très très fort par le oui, c'était monté jusqu'à 65%, mais in fine, non 52%, oui 48%. Christophe Fouillard. Je crois que ce sondage, il traduit beaucoup plus, très honnêtement, de la mobilisation militante que la parole des Brétiliens par rapport au sondage. Enfin, je crois qu'il faut être très, très honnête là-dessus. Moi, sur la question du nouveau monde ou de l'ancien monde, moi, je réfute cette grille de lecture de la vie politique française. Le nouveau monde, c'est une facilité de langage qui vise à discréditer a priori toute forme de prise de position politique différente de La République En Marche, qui vise à polariser la vie publique, tout compte fait, autour d'un grand centre indéfinissable, borné par deux extrêmes, à un grand centre réformiste
qui s'oppose aux conservateurs, qui rencontre de la résistance des conservateurs. Le positionnement du Parti socialiste n'est pas celui-là, et nous n'avons pas cette grille de lecture. Nous sommes une opposition de propositions. Pour moi, au-delà de la formule, le nouveau monde... C'est une attente nouvelle des citoyens, selon vous ? Ce qu'on observe, c'est l'avènement d'une génération qui refuse le manichéisme, qui refuse le dogmatisme, qui souhaite regarder le monde tel qu'il est. La mondialisation, elle est là, l'économie de marché, elle est là, la dette, le poids de la dette qu'on fait peser sur les générations futures, il est là. Bon. L'ancien monde, c'est, de façon un petit peu schématique, effectivement un système politique qui est dominé par des partis qui, depuis 30, 40, 50 ans, proposent justement une grille de lecture des idéologies qui sont toutes faites. Et c'est très simple, hein, c'est de dire qu'à gauche, il y a le monde de la finance comme un tout indivisible qui s'oppose face aux gentils travailleurs. À droite, c'est au contraire les entrepreneurs vertueux, chefs d'entreprise vertueux versus les assistés et les chômeurs paresseux. Et à l'extrême droite, ce sont les gentils français contre les méchants étrangers. Bon, ces grilles de lecture toutes faites proposées par les partis, les appareils politiques, elles sont à la fois pas pertinentes, parce que le monde est plus complexe que ça, et puis dangereuses, puisque le résultat qu'elles ont produit en termes de politique publique, c'est ce qu'on connaît, c'est le chômage de masse, c'est cette dette galopante, et c'est la difficulté, encore une fois, de la France à s'insérer dans la mondialisation. Nous, ce qu'on propose, c'est une vision qui est à la fois plus optimiste, c'est-à-dire qu'on recrée de la confiance entre les acteurs, on essaye de tabler un petit peu sur l'intelligence des gens et sur la confiance, et puis une vision plus pragmatique, on regarde ce qui marche pas, on prend les bonnes idées là où elles sont, et on écoute les acteurs du terrain pour travailler avec eux. Voilà, c'est la méthode. Constat de Carole Gandon, est-ce que vous partagez ? Je crois que dès qu'on est sur une vision un peu binaire du monde et de la vie politique, on passe tout à fait à côté de l'essentiel. Et votre propos est très binaire, justement. Mais il est assez symptomatique j'observe les partis. Du langage en marche. L'absence de production d'idées et de solutions concrètes depuis 30 ans, 40 ans. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Aujourd'hui, je partage un de vos constats dans ce que vous venez de dire, c'est l'apparition de nouvelles figures. Et effectivement, si on doit caractériser un nouveau monde, c'est de nouvelles figures. Mais c'est aussi de vieilles pratiques politiques qui réémergent. C'est aussi... Sur les vieilles pratiques, qu'est-ce que vous appelez des vieilles pratiques La politiques ? verticalité, le manque de démocratie en termes. Le Parti socialiste termes. a utilisé des vieilles pratiques politiques. La droite fait de la vieille pratique politique. Donc c'est une critique que vous faites aujourd'hui à La République En Marche. Si ce n'est que le Parti socialiste s'est modernisé dans son histoire. Il ne se modernise pas maintenant, il s'est modernisé tout au long de... Je pense par exemple à la question de la parité. Nos instances sont totalement paritaires. Et j'ai remarqué que votre équipe départementale, nous y avons 6 femmes et 18 hommes, elle n'est pas paritaire du tout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous y travaillez, vous avez sans doute une difficulté. Nous n'avons pas de difficulté à avoir la parité. Donc vous voyez, on n'a pas de leçon à recevoir en la matière. Pour autant, vieille pratique et l'idéologie qui est sous-tendue, et vous refusez l'idéologie au nom du pragmatisme, je remarque quand même que la politique conduite aujourd'hui par Édouard Philippe ressemble fortement à celle qui a été menée par Reagan et Thatcher dans les années 80. On retrouve des similitudes avec 1986, 1988, 1995, 1997. Sous couvert de nouveautés, on voit revenir de vieilles antiennes du libéralisme et d'un libéralisme pour lequel nous avons peu d'habitude en France. Oui, mais Christophe Houillard, est-ce que votre problème au Parti socialiste est justement de ne pas avoir su élargir le champ de vos militants, ce qu'a fait La République En Marche, en essayant de prendre le centre, gauche, droite, pour refonder un peu la politique C'est pas un élargissement de territoire politique qui est l'enjeu aujourd'hui de toutes les formations politiques, c'est d'être représentatif de la société française. Et aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques et La République En Marche, comme les Républicains, comme le Parti Socialiste, comme la France Insoumise, ne sont pas représentatifs de la société française. C'est pas vrai de l'affirmer. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui s'engagent plus volontairement dans la vie politique, mais vous avez aussi une défiance de la population à l'égard du politique en général, qui est très forte, qu'il faut reconnaître, qu'il faut entendre. Et dans les dernières élections, elle s'est clairement exprimée. Et vous avez des freins à l'engagement politique qui apparaissent comme complexes, matinée de jeux idéologiques ou de postures qui rebutent les Français. Et je pense que nous avons un gros travail à faire, toute formation politique confondue, pour être vraiment représentatif de la société française. Donc aujourd'hui, aucun parti politique français n'est représentatif des pour moi, très clairement. Vincent, une question sur le programme. Nous sommes à pratiquement 20 minutes de débat et d'échange. Très peu de temps. Moi, je voulais vous interroger sur les APL. Donc ça a animé le débat local, notamment la maire de Rennes,
qui s'est étonné de cette baisse et qu'il a même trouvé injuste. Et elle a même expliqué que à terme, ça serait la fermeture d'un des plus gros bailleurs sociaux de Rennes, Archipel Habitat. Et est-ce que c'était pas un peu forcer le trait ou est-ce que c'est vraiment la réalité ? Moi, il me semble que le terme fermeture n'a pas été utilisé, mais plutôt mise en danger de la pérennité d'Archipel Habitat, pour être précis. Ça fait peur, sur la question des APL, c'est assez symptomatique, ce sujet-là, de la manière dont sont conduites les politiques publiques depuis l'arrivée d'Édouard Philippe à la tête du gouvernement. Nous avons des décisions qui sont prises sur la base de tableaux budgétaires à Bercy. Et après, nous avons un gouvernement et La République En Marche qui rétropédalent pour nous expliquer et trouver des arguments qui vont justifier d'une baisse brutale d'allocation de crédit sur un sujet essentiel. Et c'est assez symptomatique d'un manque d'expertise sur un certain nombre de sujets qui touchent très directement les Français. Aujourd'hui, la baisse de l'APL supportée par les bailleurs sociaux, ça veut dire qu'on réduit leur capacité d'autofinancement et leur capacité à investir dans la production de logements et dans la production de services de qualité pour les locataires. Il faut rappeler que ces locataires, ce sont les personnes les plus fragiles dans la société, celles qui ont le moins de revenus et celles qui rencontrent des difficultés à se loger. Et pour nous, socialistes, c'est au cœur de notre combat pour la justice sociale que d'assurer un logement de qualité pour tous. Vous réfutez, Carole Gandon ? Alors, aucune baisse des APL ne sera répercutée sur les loyers et encore moins des plus fragiles. Il n'est pas question d'ajouter de la précarité à la précarité, c'est une évidence et nous y sommes engagés. Donc ce qu'il faut regarder, c'est si on prend une mesure séparément, isolément, on n'a pas de vision. Et ce qu'on essaye d'organiser au sein de La République En Marche, c'est justement d'élever un petit peu le débat et de proposer une vision globale. Vous avez un plan logement qui a été proposé par le gouvernement avec toute une série de mesures et aujourd'hui la dépense publique pour le logement c'est 40 milliards d'euros, il y a 4 millions de mal logés en France. Bon, le constat c'est donc effectivement qu'il y a un souci, c'est que ça ne marche pas. Après, il y a des choses qui fonctionnent bien sur le logement social et en l'occurrence, les mécanismes de financement des bailleurs sociaux, ils sont assez bien organisés. Vous avez la Caisse des dépôts qui vient pour leur donner des facilités de financement. Vous avez l'État qui abonde un certain nombre de fonds. Vous avez l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui vient également subventionner la construction et son budget sera d'ailleurs doublé pour le ramener à 10 milliards d'euros. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises dans leur globalité et c'est certain que il y a certains établissements au péage qui ont une trésorerie qui leur permet d'assumer cette baisse des APL. Pour d'autres qui ont des parcs plus anciens où ils vont devoir prévoir des investissements, etc. pour la rénovation, eh bien le dialogue est ouvert, nous discutons, nous les écoutons et on trouvera des solutions. Mais c'est certain arrêtons d'essayer d'opposer systématiquement les gens en agitant des chiffons rouges, en criant au loup. Évidemment que notre projet n'est pas de précariser les habitants du parc social. Ça vous a agacé. Ce qui vous a encore beaucoup agacé, c'est le courrier que Nathalie Appéré a envoyé aux 12 000 locataires. Effectivement, mais là, c'est un petit peu... Vous avez déclaré qu'elle utilise les moyens de l'Office public HLM pour diffuser une tribune politique. Mais c'est ça, en fait. Oui, à Rennes, on a cette problématique d'un certain nombre de responsables politiques qui ont plusieurs casquettes. Et là, en l'occurrence, Madame Appéré, qui est la maire de Rennes et qui est la présidente d'Archipel Habitat, a effectivement utilisé les moyens d'Archipel Habitat pour diffuser un courrier dénonçant la politique du gouvernement, qui était mensonger, qui disait que ça allait mécaniquement fragiliser les gens, etc. Ce qui, encore une fois, est faux. La mise en œuvre, elle ne va pas aboutir à cela. Et nous avons dénoncé, en effet, cette pratique qui nous a semblé totalement illégitime. Alors, Christophe Fouillère. Rapidement. Je vois que vous regrettez que les élus, politiques s'investissent dans la vie locale et dans les organismes publics. C'est une vision de la politique. Il faut rappeler que l'ensemble des offices HLM, que ce soit leur président ou leur conseil d'administration, ont adressé ce type de courrier à leurs locataires pour leur expliquer la situation. Moi, je trouve tout à fait normal qu'un président d'office ou un conseil d'administration d'un office public s'adresse à ses usagers. Dénoncer, et c'était pour faire peur. Je ne vous ai jamais interrompu. C'était pour alimenter la peur. Je ne vous ai jamais interrompu. Je ne peux que vous reprendre.
Christophe Fouillère. Donc c'est tout à fait normal quand on préside un organisme public, quand on est dans un conseil d'administration d'un organisme public, de s'adresser à ses usagers. Enfin, il n'y a pas de difficulté et ça s'est fait partout en France. Donc là, c'est un micro-sujet et je pense qu'en la matière, En Marche, quand même localement on pourra s'interroger au niveau des députés En Marche en Ille-et-Vilaine sur le type de pratique politique qu'on peut avoir et qui est aussi, comment pose question sur l'utilisation des moyens publics. Vous faites allusion à à quel type de pratique vous Par faites exemple, allusion l'édition d'une plaquette promotionnelle d'un député, où on peut se poser un certain nombre de questions sur le coût. Donc j'entends dire que ça n'aurait pas coûté 1 euro sur d'argent public. Donc je prends acte de Florian de Bachelier cela. s'en est expliqué et le communicant qui a travaillé à ses côtés en effet pour ces supports de communication travaillait depuis le début pro bono, c'est-à-dire que ça couvrait simplement ses frais. Il me semble que le montant du contrat, c'était 1 300 € par mois sur 4 mois. Et il a finalement décidé, compte tenu du contexte, de ne rien facturer. Donc ça n'aura pas coûté 1 euro d'argent public. Si c'est un don, ça doit être déclaré. Et en l'occurrence, cet argent était tout à fait éligible à Si c'est un don, l'enveloppe ça de doit être l'IRFM. déclaré au déontologue de l'Assemblée. Et je vous rappelle que la loi française... Renseignez-vous, la démarche a été faite et la déontologue n'y a vu aucune entorse aux règles de déontologie de l'Assemblée nationale. Voilà, on est arrivé au bout de ces débats. J'avais vraiment envie de vous demander, mais 10 secondes chacun, puisqu'on a parlé des chiffres, donc cette volonté de remobiliser, d'ancrer encore les militants de part et d'autre. 3 thèmes fondamentaux pour vous, trois lectures, très vite. L'Europe, Oui. la justice sociale et la transition écologique. Voilà, pour le Parti Socialiste et pour La République En Marche. Oui, On a les mêmes. oui, et puis il y a aussi évidemment l'enjeu économique, la dynamisation des entreprises et puis l'emploi. Merci beaucoup Carole Gandon, merci Christophe Fouillère, merci d'avoir répondu à l'invitation des rédactions de Ouest France et de TVR. Très rapidement, d'autres politiques bien évidemment autour des thématiques de notre territoire. Merci à tous.